Faisons connaissance, voulez-vous, avec Aomame. Changement total de décor. Cette fois, la serre abritait une multitude de papillons. Et la propriétaire y invitait de temps à autre Aomame. Là, elles bavardaient toutes les deux, seules, à l'abri d'éventuelles oreilles indiscrètes. « Nous ne faisons rien de mal », déclara la propriétaire en regardant Aomame droit dans les yeux. Aomame se mordit légèrement les lèvres, puis elle approuva d'un signe de tête. « Je le sais. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, » lui dit la vieille femme. Aomame saisit l'enveloppe posée sur la table et aligna 7 polaroïdes, comme si elle disposait des cartes de tarot de mauvais augure. C'étaient des instantanés pris de près de différentes parties du corps dénudé d'une jeune femme. Le dos, les seins, les fesses, les cuisses et même la plante des pieds. Mais il n'y avait aucune photo du visage. Les clichés témoignaient des sévices endurés, ecchymoses, meurtrissures. Il semblait qu'on s'était servi d'une ceinture. Sur la zone proche du pubis rasé, des marques de cigarettes écrasées. Involontairement, Aomame contracta son visage. Elle avait déjà vu des photos du même type, mais jamais aussi atroces. « C'est la première fois que vous voyez cela ?» demanda la vieille femme. Sans un mot, Aomame hocha la tête. « J'avais entendu parler de ce genre de choses, mais c'est la première fois que je les vois. »« C'est son œuvre, » dit la vieille dame. « Nous avons traité 3 fractures, mais la victime présente des symptômes de surdité à une oreille. Peut-être conservera-t-elle des séquelles toute sa vie. Les individus qui infligent un traitement pareil à quelqu'un, il est impossible de ne pas s'en occuper. Il faut agir, à tout prix. Après avoir expédié dans l'autre monde l'homme qui lui avait été désigné, Aomame recevait une sorte de rémunération. Cet argent ne lui était absolument pas nécessaire. Elle l'avait expliqué à la vieille femme la première fois qu'elle avait reçu sa rétribution. « Vous devez l'accepter », avait répondu la vieille femme. « Si cet argent ne vous est pas indispensable, ne vous en servez pas. Ou bien, si vraiment il vous fait horreur, faites-en don de manière anonyme à quelque organisation caritative. Votre liberté est totale. Toutefois, sachez que grâce au fait que vous avez magnifiquement déplacé ces hommes qui ne valaient rien, vous avez épargné à leurs femmes d'assommants procès en divorce, sans compter les conflits concernant l'autorité parentale. Elles n'auront plus jamais à craindre que leur mari ne revienne un jour à la maison et ne les batte au point de les défigurer. Considérez l'argent qui vous est remis comme une forme de reconnaissance de la part de ces femmes. Ce que vous avez accompli est absolument juste. Les choses sont en place. Ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est comment Murakami nous fait glisser de la réalité de notre monde d'aujourd'hui à son monde fantastique. C'est très très subtil, des petits détails, de phrase en phrase, qui nous font percevoir l'étonnement perçu par les protagonistes eux-mêmes. Et c'est à cette scène que nous allons assister à présent. Soudain, elle remarqua qu'il y avait quelque chose de différent dans le ciel nocturne. Quelque chose qui différait de ce qu'elle voyait ordinairement. Quelque chose avait changé.
il était apparu une discordance subtile mais indéniable. Il lui fallut du temps pour comprendre quelle était cette différence. Ensuite, même après qu'elle en eut pris conscience, elle fut contrainte à bien des efforts pour en accepter la réalité. Ce qui avait pénétré son champ visuel, sa conscience était incapable de l'assimiler. Dans le ciel brillaient deux lunes, une petite et une grande. Deux lunes se côtoyaient. La grande était la lune de toujours, presque pleine, de couleur jaune, mais à côté, il y en avait une autre, une lune au contour inhabituel, légèrement déformée, et d'un vert tendre, comme des jeunes mousses. Voilà ce que captait son champ visuel. Ahomame étrécit les yeux et contempla longuement les deux lunes. Puis elle ferma les yeux, attendit un long moment, respira profondément et rouvrit les yeux. Elle espérait que tout serait revenu à la normale, qu'il n'y aurait plus qu'une lune. Mais la situation restait inchangée. Il ne s'agissait pas d'une diffraction de la lumière. Sa vue n'avait subi aucune altération. Dans le ciel, sans la moindre erreur possible, deux lunes brillaient côte à côte. Une jaune, une verte. Il n'y a aucun doute. Quelque chose est en train de se passer, se dit-elle. Il est arrivé quelque chose au monde. Ou bien, il m'est arrivé quelque chose. C'est l'un ou l'autre. Le mois de mai arriva. Komatsu, l'éditeur, qui n'avait pas appelé Tengo depuis longtemps, lui téléphona peu avant 9 h du soir. « Ça y est !» annonça-t-il. On entendait dans sa voix une légère excitation inhabituelle chez lui. D'abord, Tengo ne comprit pas très bien de quoi parlait l'éditeur. « Ça y est quoi ?»« Enfin quoi ?» La chrysalide de l'air a remporté le prix des nouveaux auteurs, à l'unanimité des membres du jury. Il n'y a pour ainsi dire pas eu de débat. C'était évident, c'était le seul texte fort. En tout cas, nos affaires prennent bonne tournure. Et maintenant, quel est le programme ? Demanda Tengo. Le résultat sera publié demain dans les journaux. Il y aura des articles dans toute la presse du pays, peut-être même des photos. Une jolie fille de 17 ans, rien que ça devrait alimenter les conversations. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 16 mai dans un hôtel de Shimbashi. Ensuite, il y aura une conférence de presse. Fukari sera présente ? Oui, ce serait mieux, au moins cette fois. Il serait invraisemblable que la lauréate n'assiste pas à la remise du prix. Alors, s'il n'y a pas de grosse boulette, ensuite, nous réclamerons pour elle le strict respect de sa vie privée. Pardon, mais l'auteur n'aime pas se montrer en public. On s'en tiendra à cette ligne, et de cette manière, on sauvera les apparences. Fukaeri savait qu'elle était lauréate. Elle n'en paraissait ni excitée ni spécialement heureuse. On aurait dit que cela lui était indifférent. Elle ignorait qu'il y aurait une conférence de presse et ne manifesta aucune réaction quand elle l'apprit. « Dis-moi, Fukaeri, sais-tu ce qu'on appelle une conférence de presse ?»« Conférence de presse ?» répéta Fukaeri. « Des journalistes de divers journaux et revues seront réunis et te poseront des tas de questions. Toi, tu seras assise sur une estrade, on te prendra en photo, peut-être y aura-t-il des télévisions. » Elle lança à Tengo un regard qui semblait signifier « Ça ne m'intéresse pas tellement, mais si tu penses que c'est nécessaire. » Ses yeux étaient parfois plus éloquents que ses paroles, du moins plus expressifs. Mais cela ne suffirait pas pour des journalistes. Tengo sortit les papiers de son sac et les étala. Il avait noté les questions qui, supposait-il, lui seraient posées. La veille au soir, il s'était creusé la tête et y avait passé beaucoup de temps. Alors voilà, Fukaeri, je te pose une question et tu me réponds en imaginant que je suis un journaliste, d'accord ? Fukaeri opina. Avez-vous écrit beaucoup de romans jusqu'à présent ? Beaucoup, répondit Fukaeri.
Et depuis quand avez-vous commencé à écrire? Depuis longtemps. C'est très bien comme ça, dit Tengo. Des réponses courtes, c'est parfait. Ce n'est pas la peine de dire des trucs inutiles. Très bien. Et dites-moi, c'est Azami, votre camarade de lycée, qui a écrit à votre place? Fukaeri fit un signe de tête affirmatif. Non, 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 ça, il ne faut pas le dire. C'est un secret entre toi et moi, d'accord? Je le dis pas, approuva Fukaeri. Et lorsque vous vous êtes inscrite pour le prix des nouveaux auteurs, vous imaginiez, vous, lauréate? Fukaeri eut un petit sourire. Elle resta silencieuse. Tu n'as pas envie de répondre? Demanda Tengo. Non. Bon, quand tu ne voudras pas répondre, tu gardes le silence et tu souris. De toute façon, ce sont des questions idiotes. De nouveau, Fukaeri opina. D'où provient l'histoire de la chrysalide de l'air? De la chèvre aveugle. Ah, aveugle, ça ne va pas, dit Tengo. Il vaut mieux dire la chèvre non-voyante. Pourquoi? Eh bien, aveugle, c'est un terme discriminant. Certains journalistes risquent d'en avoir une petite attaque cardiaque. Terme discriminant. Oh, ce serait trop long de t'expliquer. Bon, en tout cas, tu ne dis pas chèvre aveugle, tu dis plutôt chèvre non-voyante. Après une petite pause, Fukaeri reprit. De la chèvre non-voyante. Très bien, fit Tengo. Et j'aimerais aussi que tu ne dises à personne que j'ai remanié ta chrysalide de l'air. Tu comprends bien ça? Fukaeri hocha la tête à 2 reprises. Pas de souci pour la conférence de presse, dit-elle. Non, non, je ne me fais pas de souci, non, non. Ça ira bien, pas de souci. Mais j'ai bien compris, répondit Tengo. Je n'ai aucune inquiétude. Je suis sûr que tout se passera bien. À vérifier par vous-même. Nous allons les laisser en paix quelque temps et nous allons retrouver Aomame avec sa commanditaire. La fillette, immobile, ses petites mains posées l'une à côté de l'autre sur la table, considérait de ses yeux opaques un point en l'air fixement. Aomame eut une question pour la vieille femme. Mais que lui est-il donc arrivé? Celle-ci expliqua sur un ton presque détaché. Il y a des traces de viol évidentes. Et cet acte a été répété. L'appareil génital externe et le vagin ont été gravement atteints ainsi que l'utérus. Dans ces parties intimes non encore complètement formées, s'est introduit un sexe d'homme adulte. La zone où s'implantent les ovules en a été fortement endommagée. Le médecin a estimé qu'elle ne pourrait jamais être enceinte. La vieille femme semblait avoir choisi plus ou moins intentionnellement d'utiliser ces mots directs devant la petite fille. Tsubasa. Tsubasa écoutait sans rien dire, sans manifester la moindre expression. De temps en temps, sa bouche formait de petits mouvements, mais aucun son n'en sortait. La fillette donnait l'impression qu'elle écoutait un peu par politesse une conversation concernant quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et qui se trouvait très loin. Ce n'est pas tout, poursuivit calmement la vieille femme. Même si par miracle son utérus retrouvait ses fonctions, plus tard, elle ne voudrait sans doute avoir de relations sexuelles avec personne, parce que, avec des lésions aussi considérables, la pénétration lui causera obligatoirement d'affreuses douleurs qui se répéteront chaque fois. Le souvenir de cette souffrance ne s'effacera pas facilement. Vous comprenez, n'est-ce pas, ce que je veux dire? Aomame acquiesça. Autrement dit, poursuivit la vieille femme, cette fillette est d'ores et déjà stérile. Aomame ignorait jusqu'à quel point Tsubasa comprenait ce qui se disait. Néanmoins, quoiqu'elle ait saisi, ce qu'elle recelait d'émotions vivantes se trouvait sans doute ailleurs, sûrement pas ici. Son cœur était emprisonné
quelque part, très loin, dans une remise obscure, bien verrouillée, la vieille femme reprit. Je ne prétends pas que l'unique raison d'être pour une femme soit la gestation et l'enfantement. Chaque femme fait son choix, c'est sa liberté individuelle. Mais que quelqu'un supprime d'emblée et de manière extrêmement violente le droit naturel qu'a toute femme d'enfanter, on pourra en débattre comme on voudra, c'est de toute manière intolérable. Ahomame approuva silencieusement. On ne peut pas le tolérer, répéta la vieille femme. Ahomame se rendit compte que sa voix tremblait légèrement. Elle semblait avoir de plus en plus de mal à contrôler son émotion. Cet enfant s'est enfui seul, de là-bas. Comment s'y est-elle prise? Je n'en sais rien. Mais elle n'a pas d'autre lieu où aller qu'ici. Nulle part. Elle ne serait plus en sécurité qu'ici. Le regard d'Ahomame se posa alternativement sur la vieille femme et sur la fillette. Sait-on qui lui a infligé ces violences sexuelles? Est-ce un seul homme? Demanda Ahomame. Oui, nous le savons. C'est un seul homme. Mais vous ne pouvez pas le poursuivre en justice? Malheureusement, non. Cet homme exerce une très grande influence, dit la vieille femme. Une influence personnelle et extrêmement forte, y compris sur les parents de cette fillette. Ils sont encore aujourd'hui soumis à son pouvoir. Ce sont des gens qui obéissent à tous ses ordres. Ils ne possèdent plus ni individualité propre, ni jugement personnel. Pour eux, tout ce que dit cet homme est absolument juste. La moindre de ses paroles est acceptée inconditionnellement. Ils ont été heureux de lui céder leur fille, même s'ils avaient compris ce qui allait lui arriver. Mais c'est une secte, l'interrompit Ahomame. La vieille femme approuva. Oui, une secte dangereuse, malfaisante. Les précurseurs, c'est ainsi qu'elle se nomme. Sans doute en avez-vous entendu parler. À une certaine époque, ce nom apparaissait chaque jour dans les journaux. La vieille femme soupira, puis continua. On ignore presque tous deux, mais nous savons que le fondateur du groupe se fait appeler leader. Et nous ne pouvons accepter de laisser un personnage pareil en liberté. Ahomame plissa les yeux et vit en pensée son pic à glace spécial enfermé au fond d'un tiroir de son armoire, son extrémité parfaitement effilée. En tout état de cause, ce travail semble bien difficile, dit-elle. C'est un travail particulièrement difficile, confirma la vieille femme. Les mains posées sur la nuque puissante de l'homme, Ahomame cherchait un point précis. Pour cela, il fallait que son énergie soit singulièrement concentrée. Elle ferma les yeux, bloqua sa respiration, mobilisa son attention sur la circulation de son sang. Ses doigts lui transmettait des informations précises sur la température du corps et l'élasticité de la peau. Il n'y avait qu'un point, un seul, minuscule, facile à déceler sur certaines personnes, plus difficile sur d'autres. Cet homme qu'on appelait leader, visiblement, faisait partie de la seconde catégorie. Néanmoins, Ahomame finit par le trouver. Elle posa l'extrémité du doigt dessus et grava dans sa tête sa sensation tactile et la position exacte, comme si elle inscrivait un signe sur un plan. Elle possédait cette compétence unique. « Pouvez-vous rester ainsi ?» demanda Ahomame à l'homme.
Puis elle allongea la main vers son sac et en sortit l'écrin enfermant le petit pic à glace. « Il reste un dernier blocage dans la nuque, » dit-elle d'une voix calme. « Un point impossible à détendre avec la seule force de mes doigts. Si j'arrive à éliminer cette tension, vos douleurs devraient considérablement s'estomper. Je voudrais piquer ce point avec une aiguille d'acupuncture. L'endroit est sensible, mais j'ai fait ce geste plusieurs fois sans jamais me tromper. Est-ce que vous m'autorisez à... » L'homme respira profondément. « Je m'en remets totalement à vous. Je suis prêt à tout accepter si vous faites disparaître mes douleurs. » Elle sortit le pic à glace de son écrin, ôta le petit bouchon de liège fiché à son extrémité. L'aiguille était bien là, comme toujours, effilée et fatale. Elle prit l'instrument dans la main gauche et chercha de son index droit le point qu'elle avait découvert auparavant. Pas d'erreur. C'était bien là. Elle appliqua dessus la pointe de l'aiguille, prit une grande respiration, après quoi sa main droite s'abaisserait sur la poignée comme un marteau et l'extrémité de la fine aiguille s'enfoncerait tout droit jusqu'au fond et tout serait fini. Mais quelque chose l'en empêcha. Le poing droit d'Aomame suspendu en l'air, une raison inconnue lui interdisait de s'abaisser. « Après, tout sera fini », se disait Aomame. Un simple petit coup et j'expédie cet homme de l'autre côté. Et puis je sortirai de cette chambre, l'air indifférent, et après, je changerai de visage et de nom. Je deviendrai une autre. Je peux le faire. Non, je n'ai pas peur, ni mauvaise conscience. Cet homme mérite la mort, indiscutablement. Il a commis des actes abominables. Mais elle n'y arrivait pas. Des doutes indéfinissables, mais insistants, rendaient sa main droite indécise. L'homme prit la parole. « Eh bien, j'attends. » À ces paroles, Aomame comprit enfin la raison de son hésitation. L'homme savait ce qu'elle allait lui faire. Détendez-vous. Il y en a peut-être qui pensent déjà à leur prochaine séance d'acupuncture avec angoisse. Ce n'est que de la littérature. Nous sommes dans une médiathèque. Revenons à cet univers fantastique. C'est une très belle scène. Je pense que si un jour ce roman est adapté au cinéma, nous aurons droit à de belles images. Pas d'erreur. Pas d'erreur, il y avait deux lunes. Ce n'était ni une vision, ni une illusion d'optique, exactement comme dans la chrysalide de l'air, songea Tengo. Un monde avec deux lunes. Ce sera le signe, regarde attentivement le ciel, avaient dit les Little People à la fillette. Oh, les Little People, ne vous embrouillez pas l'esprit. Vous lirez le livre et vous ferez connaissance avec les Little People. Ce sera le signe, regarde attentivement le ciel, avaient dit les Little People à la fillette. Ces lignes, il les avait écrites lui-même, sur les conseils de Komatsu, son éditeur. Il avait décrit la nouvelle lune avec le plus de précision possible, en essayant d'être très concret. C'était un passage où il s'était particulièrement investi. Et maintenant, la forme de cette seconde lune correspondait totalement à celle qu'il avait imaginée. Komatsu, son éditeur, lui avait dit « Écoute, Tengo, essaie de réfléchir à ceci. Les lecteurs ont toujours vu dans le ciel une lune, une seule. Tu es bien d'accord? Mais on peut supposer que personne n'a jamais vu deux lunes dans le ciel. Lorsqu'on introduit dans un roman quelque chose qu'aucun lecteur n'a encore vu, cela nécessite une description aussi précise et détaillée que possible. » C'était une opinion sensée. Le visage toujours levé vers le ciel, Tengo eut encore un faible mouvement de tête.
La nouvelle lune était absolument conforme en taille et en silhouette à celle qu'il avait décrite dans le roman. Une véritable réplique de sa complice littéraire. Impossible. Songe à Tengo. Comment une réalité imiterait-elle une métaphore? C'est impossible. Tenta-t-il de dire à haute voix, mais sa voix ne résonnait pas bien. Il avait la gorge sèche. Non, 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 c'est absolument impossible. C'est de la fiction. Un monde qui n'a pas d'existence réelle. C'est le monde du récit fantastique que Fukaeri avait raconté nuit après nuit à sa camarade de lycée Azami et que Tengo lui-même ensuite avait réécrit. Est-ce que cela signifierait... Tengo se posait la question à lui-même. Est-ce que cela signifierait que je serais ici dans le monde du roman? J'aurais donc été séparé du monde réel pour je ne sais quelle raison et j'aurais pénétré dans celui de la chrysalide de l'air, comme Alice, lorsqu'elle chute dans le terrier du lapin? Ou bien la réalité se serait-elle adaptée à la chrysalide de l'air, jusqu'à lui ressembler trait pour trait et prendre sa place? Le monde originel, le monde familier, où il n'y a qu'une lune, n'existerait plus nulle part? La puissance des little people y serait-elle pour quelque chose? Il regarda autour de lui en quête d'une réponse. Mais il ne voyait que le même paysage de toujours. Un quartier résidentiel où il ne décela aucun changement. Tout était normal. Les balançoires, le bac à sable, le lampadaire, nulle trace de la reine du jeu de cartes, du morse ou du chapelier fou. Il connaissait bien le coin. S'il y avait eu le moindre changement, il s'en serait aperçu tout de suite. Depuis quand était apparue la seconde lune? J'aimerais bien interroger quelqu'un, dit-il. Excusez-moi, ma question est un peu bizarre, mais sauriez-vous par hasard depuis quand il y a deux lunes? Mais il n'y avait personne. Littéralement, pas un chat.